Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau café lecture, enfin jeudi de la recherche, pardon, ma vie de chercheur qui va être animé par Loïc Perran qui est kinésithérapeute au CH de Morlaix. Donc je te remercie Loïc d'être présent et puis de nous présenter ton projet. Avant de donner la parole à Loïc, je vais juste rappeler un petit point technique très rapide. Donc, vous allez participer au webinaire. Vous n'avez pas de micro, le micro est éteint. Vous ne pouvez pas intervenir à parole. Par contre, vous pouvez taper vos questions dans la partie chatter et je relayerai vos questions à la fin de l'intervention de Loïc Perran. La vidéo sera enregistrée et diffusée sur YouTube. Vous pouvez retourner voir la vidéo quand vous souhaitez après la diffusion. Étant donné qu'il y a un enregistrement vidéo, toutes les questions que vous poserez vaudront autorisation d'enregistrement et de diffusion de vos noms, prénoms, fonctions et de toute autre donnée que vous communiquerez. Vous avez les informations plus précises sur les documents à distribuer qui sont visibles sur la boîte à outils. Voilà, c'est tout pour mon intervention. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Loïc Perran pour nous parler de son projet que je vais lui laisser présenter. Hop, donc je donne la parole. Merci. Alors, du coup, bonjour, je me présente. Donc, je vais préparer le diaporama. Voilà. Je suis en fait master kinésithérapeute à l'hôpital de Morlaix. Je travaille dans un service de réhabilitation respiratoire, service dans lequel se déroulent en fait des études, notamment sur l'évaluation des bilans et sur les effets des traitements en rééducation, en réhabilitation respiratoire. Donc en fait, je travaille au sein d'une équipe de gens, de masseurs kinésithérapeutes qui participent aux études de recherche. Donc le premier projet auquel j'ai participé auquel j'ai participé, que j'ai aidé à monter, en fait, c'est un projet qui concerne l'électrostimulation dans le cadre d'un programme de réhabilitation. Alors l'idée, c'était de comparer deux traitements, enfin deux entraînements. Donc c'est un projet qui a été sélectionné lors du PHRIP de 2014. Et donc, il y a avec la participation du CHRU de Brest et de l'INSERM. Alors, en introduction, l'idée, c'est qu'en fait, le BPCO est considéré comme une maladie multisystémique. Hein. Les patients présentent fréquemment des troubles nutritionnels, psychiques, cardiovasculaires et musculaires. En fait, les mécanismes pathogéniques génèrent des changements importants au niveau de la structure des muscles locomoteurs qui entraînent une baisse de force, diminution d'endurance et en fait une limitation à la capacité à l'exercice. Alors, dans ce contexte, l'entraînement en force et en endurance des membres inférieurs apparaît comme une priorité pour limiter ses effets. Et le cycloergomètre est l'outil très fréquemment en fait utilisé. Par contre, le constat, c'est que le cycloergomètre génère une pénibilité importante au niveau des membres inférieurs et l'apparition précoce en fait de l'essoufflement. Et le constat, donc, c'est qu'en fait, le temps moyen chez les patients BPCO très sévères et sévères est en fait environ dans 13 minutes le temps moyen d'entraînement. Et en fait, pour être efficace, il a été démontré qu'en fait, le temps moyen d'entraînement doit être de 20 minutes. Donc, nous nous sommes posés, face aux difficultés qu'on observait chez nos patients, nous nous sommes posé la question suivante, en fait, est-ce que l'électrostimulation peut représenter une alternative à un programme de réentraînement sur cycloergomètre
dans un contexte de réhabilitation respiratoire avec un programme de réentraînement en endurance sur tapis de marche, puisqu'en fait, l'électrostimulation ne présente pas de sollicitation cardio-respiratoire. Donc, il est nécessaire toutefois de préciser que l'électrostimulation doit être couplée avec un entraînement en endurance, notamment sur tapis de marche. Alors, l'objectif de notre étude, c'était en fait, l'objectif principal, c'est de comparer les effets de l'électrostimulation des quadriceps à un entraînement en endurance sur cycle ergomètre durant un programme de réhabilitation respiratoire de 3 semaines, de 3 à 4 semaines, on va dire, sur la capacité à l'exercice et sur la force des quadriceps. Ça, c'était l'objectif principal. Et nous avons des objectifs secondaires, qui étaient de comparer l'évolution de la force maximale volontaire et de l'endurance des quadriceps, de l'évolution de la qualité de vie, de la dyspnée, de la distension dynamique du repos dans ces deux groupes. Pour ce, en fait, voilà, vous avez là le schéma de l'étude. Vous avez donc un groupe contrôle qui aura un réentraînement sur cycle ergomètre dans le cadre d'un programme de réhabilitation respiratoire qui contient en fait un programme habituel, c'est-à-dire du renforcement des membres inférieurs, des renforcements des membres supérieurs, du renforcement des muscles inspirateurs si nécessaire et d'autres interventions dans le cadre de ce programme, une intervention auprès d'un diététicien ou d'un psychologue, par exemple, ou du tabacologue si nécessaire. Et donc, nous avions aussi, dans ce programme de réentraînement, spécifiquement, nous avions un entraînement à la marche en extérieur, des séances de gymnastique. Donc, dans le groupe intervention, le programme de réentraînement sur cycle ergomètre est remplacé par du renforcement des quadriceps par électrosimulation. Donc, les patients, la population concernée, ce sont des patients BPCO sévères à très sévères, selon la classification GOLD de 2017. On a rajouté une particularité, c'est qu'en fait, il fallait aussi que l'index BOD soit supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire en fait l'index BOD, c'est un index composite qui prend en compte l'indice de masse corporelle, la distance au test de marche, donc l'évaluation de la capacité fonctionnelle, l'essoufflement dans la vie quotidienne lors d'activités par l'échelle MRC et la classification de la BPCO, notamment avec le PEMS. Donc ces quatre indicateurs permettent de composer un score d'index BOD. Et cet index BOD, en fait, est prédictif de mortalité sur 52 mois. Donc, l'étude était contrôlée, comme vous avez pu le voir, randomisée en simple aveugle. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui faisait les tests, qui évaluait qui réalisait le critère le test qui permet de juger du critère de jugement principal, pardon, ne connaissait pas en fait le groupe dans lequel allait le patient. Alors, nous avons donc le groupe avec le programme de réhabilitation respiratoire, avec le réentraînement sur cycle ergomètre, et le groupe intervention, donc un programme de réhabilitation avec un programme d'électrostimulation. Le nombre, ça c'est important aussi, alors le nombre de sujets a été calculé par le statisticien, c'est-à-dire qu'en fait le nombre de sujets pour démontrer les faits, en fait, a été calculé à 102 patients.
Donc, le critère de jugement principal de l'étude, en fait, on l'a choisi en fonction de la simplicité de sa réalisation et de ses qualités métrologiques. C'est le test de levée de chaise de 1 minute, ou sit to stand en anglais. Alors, c'est un test dont la réalisation, donc la variable en fait qui explique la performance, la variable principale qui explique la performance, c'est la force des quadriceps. Donc, ça nous intéressait bien pour ça. Ensuite, il a donc été démontré aussi qu'il avait des capacités d'évaluation de la capacité fonctionnelle. Et il a déjà été utilisé en 2012 dans une étude qui avait la même population de patients. Donc, vous voyez, c'est un test facile à réaliser, de courte durée, le matériel, une chaise de hauteur standard, donc aux alentours de 46-47 cm. Et donc, le patient a pour consigne de réaliser le maximum de répétitions assis debout en 1 minute. Ensuite, dans les critères de jugement secondaire, on a utilisé, donc il y avait l'évaluation de la force maximale volontaire et le temps d'endurance des quadriceps avec un dynamomètre de type Microfet 2, l'évaluation de la capacité d'exercice lors de la réalisation du test de marche, l'évaluation de la dyspnée en fin de test de marche et en fin de test de levée de chaise, l'évaluation de la qualité de vie, l'évaluation de la sensation de dyspnée par différents questionnaires, l'échelle MRC et le Dyspnée à 12. L'évaluation de la distension dynamique au repos par la mesure de la capacité inspiratoire au repos. Alors, le programme d'électrosimulation se déroulait de la façon suivante. En fait, le programme était supervisé. Dans un premier temps, l'on détermine sur le vaste interne et sur le vaste externe le positionnement des électrodes. C'est très, très important parce qu'en effet, chez nos patients très déconditionnés, donc chez les patients BPCO sévères et très sévères, le seuil d'excitabilité des fibres est assez élevé. Et donc, en fait, il est nécessaire de positionner les électrodes à l'endroit où on aura le plus de réponses avec le moins de courant possible. Donc, suite à l'évaluation de ce positionnement, là, on a déterminé l'endroit où se situaient les points moteurs. Et donc, vous voyez sur la photo que vous avez sur le diaporama, vous voyez le positionnement des électrodes sur le quadriceps. Donc, le programme était accompagné, la contraction était accompagnée en fait d'une contraction volontaire. Cela se réalisait en fait en position semi-assise pour des raisons de confort en fait chez nos patients BPCO sévères et très sévères, parce qu'en fait une position en décubitus dorsal strict aurait été difficilement supportable. Donc, le programme dure une demi-heure. Le temps de repos est égal au temps de travail. En effet, la réalisation est très sollicitante, en fait, puisqu'en fait, l'électrosimulation a la particularité de solliciter les fibres les plus superficielles, donc toujours les mêmes. Donc, il est nécessaire que ces fibres aient un temps de repos suffisant avant de reprendre la stimulation suivante. Donc, en fait, c'était un temps de repos égal au temps de travail, égal à 6 secondes. La fréquence 50 Hz, c'est ce que l'on retrouve dans la plupart des études concernant les sujets BPCO, les études concernant l'électrosimulation, avec des largeurs d'impulsion de 300 microsecondes, 350. Et donc, en fait, la réalisation était faite 5 fois par semaine. Et donc, dans le groupe contrôle, par contre, les gens s'entraînaient sur cycloergomètre selon les consignes
habituel, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un entraînement d'au moins 20 minutes. Au seuil ventilatoire, c'est-à-dire qu'en fait, le niveau d'entraînement était parfois déterminé lors d'une épreuve d'effort. Je dis parfois parce qu'en fait, il n'a pas été possible de réaliser tout le temps des épreuves d'effort pour ces patients, les performances sur cycloergomètre étant parfois très faibles. Et donc, par contre, on fixait le niveau d'intensité de l'entraînement selon les paramètres de surveillance habituels, une dyspnée inférieure ou égale à 6, un essoufflement donc inférieur ou égal à 6, une pénibilité des jambes inférieure ou égale à 6, une fréquence cardiaque inférieure à 220 mmHg fois 80% de ces 220 mmHg et une saturation généralement située au-dessus de 90. Donc, le programme se déroulait à la même fréquence, c'est-à-dire 5 fois par semaine. Et alors, les résultats, vous les voyez apparaître. Donc, en fait, excusez-moi, nous avons inclus, 129 patients étaient incluables dans cette étude. Nous avons, en fait, nous devions en inclure 102, et par contre, parmi ces 129 que nous avions, qui étaient incluables, en fait, 12 ne pouvaient déjà pas réaliser un programme sur cycloergomètre à un niveau bénéfique. 7 ont refusé de participer à l'étude dans ces conditions, parce qu'ils avaient le sentiment, la plupart du temps, que le cycloergomètre était plus efficace. Et les autres patients, en fait, ne pouvaient pas y participer pour des raisons médicales, notamment une contre-indication absolue de l'électrostimulation, c'est les pacemakers et les défibrillateurs. Donc, en fait, on a eu des patients qui n'ont pas pu participer à l'étude à cause de ça. Donc, vous pouvez constater déjà sur les caractéristiques de la population que la population dans les deux groupes n'est pas différente, puisque face aux calculs statistiques, il n'y avait pas les différences n'étaient pas significatives. Donc, quels sont les résultats? En fait, dans les deux groupes, on n'a pas observé de différence significative dans l'évolution moyenne des critères entre les groupes, excepté pour l'échelle MRC. Alors là, on n'a pas d'explication à vous fournir. Hein. Donc, en fait, on n'a pas réussi à trouver l'explication rationnelle à cette différence. Ensuite, vous avez des évolutions. Donc, l'évolution des différents critères selon les groupes, vous voyez qu'en fait, l'évolution est significative, si ce n'est pour sur tous les critères de jugement, si ce n'est pour la dyspnée de fin de test de marche et de sit to stand. Mais voilà, donc là, vous observez les résultats. Donc, et il est à noter aussi, alors on pensait que la capacité inspiratoire, donc, le reflet en fait de la distension dynamique de repos, allait évoluer dans le cadre de l'entraînement, et ça n'a pas du tout été le cas dans aucun des deux groupes. Alors, dans la discussion, on a comparé les résultats en fait à ce qu'on appelle les DMI, les différences minimales importantes. Et dans ces résultats, on observe en fait que dans le groupe électrostimulation, en fait, on observe une variation de répétition lors du test de levée de chaise de 3,26 qui est supérieure à la différence minimale importante déterminée en 2016 qui était de 3 répétitions. Ça n'était pas le cas dans l'autre groupe où on a simplement observé une différence statistiquement significative. De plus, donc, là, il y a une variation du score de l'échelle de Disney MRC qui est de -1, donc qui atteint la différence minimale importante. Et on a aussi une variation de la force maximale
de l'évolution de la force maximale volontaire des quadriceps à 9,24. Et donc, en 2018, il y a une DMI, donc une différence minimale importante qui a été élaborée de 7,5 Newton-mètre. Par contre, dans les deux groupes, on observe des différences de distance réalisées lors du test de marche qui dépassent cette différence minimale importante de 26 mètres. Pour le questionnaire Disney A12, donc qui interroge l'essoufflement, on a une différence de moins 5 dans les deux groupes. Et vraisemblablement, selon des données qui sont en cours de publication, en fait, cette différence sera entre moins 3 et moins 6. Sinon, on observe aussi une variation du score du questionnaire de Saint-Georges entre moins 8 et moins 11. À noter que dans notre population, la variation significative, donc la différence minimale importante, est de moins 8. Le questionnaire CAT, qui est un autre questionnaire, un questionnaire court de qualité de vie, on observe des différences de moins 4, moins 5 selon le groupe, et la différence selon Cohn est de moins 2, donc on est au-dessus aussi. Donc vous voyez qu'on a atteint dans de nombreux critères, on a atteint la différence minimale importante, et on a atteint cette différence minimale importante de façon plus régulière dans le groupe ESNM. Alors, les limitations, c'est qu'en fait, de l'étude, c'est qu'en fait, certains critères auraient pu être pris en compte, par exemple la ventilation non invasive, les effets de la ventilation non invasive peuvent expliquer certaines performances, certains gains de performance pour certains patients, donc ça n'a pas été pris en compte. La durée du séjour, finalement, du programme qui est assez courte, entre 3 et 4 semaines. D'autre part, le score, le nombre de patients que l'on avait calculé était calculé pour une étude de supériorité. Donc, nous estimions que le groupe ESNM aurait des gains statistiquement significatifs et que les différences seraient significatives par rapport à l'évolution, serait significative par rapport à l'autre groupe, ce qui n'a pas été le cas. Donc, en fait, le profil aurait dû être fait de la sorte pour calculer le nombre par rapport à une étude de non-infériorité. La conclusion, qu'en fait, on peut conclure quand même que malgré tout, les effets d'un programme de réhabilitation comprenant l'électrostimulation et un entraînement d'endurance sur tapis de marche sont certainement identiques aux effets du réentraînement sur cyclo-ergomètre plus tapis de marche. Alors, donc, on peut aussi considérer que l'électrostimulation durant un programme de réhabilitation constitue une alternative au cyclo-ergomètre pour les patients atteints de BPCO sévère et très sévère, avec un index BOD supérieur ou égal à 5. Je vous rappelle que dans les inclusions, on n'a pas pu inclure plus de 10 personnes qui n'arrivaient pas à faire un programme de bénéfique sur cyclo-ergomètre. Alors, l'idée maintenant, c'est finalement les conclusions de l'étude, c'était est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'augmenter le nombre de groupes musculaires stimulés? En effet, les triceps sur haut, on peut considérer quand même que sur les performances de capacité fonctionnelle, notamment sur le test de marche, et ça doit avoir un impact assez intéressant. Et est-ce que finalement, on ne pourrait pas ajouter un programme d'électrostimulation systématiquement dans un programme de réhabilitation pour en augmenter les effets? Donc, l'article est en cours de revue sur une publication. Donc, face à ce constat, en fait, on a remonté un projet qui a été admis en PHRLP 2019. Donc, c'est un projet, il s'appelle Combi-Elec, où on va finalement essayer de démontrer
l'intérêt de l'électrosimulation combinée des quadriceps et des triceps suraux lors du programme. Sa mise en place se fera en 2021, parce que là, en ce moment, en fait, nous avons un autre projet en cours. Et donc, en fait, il va falloir terminer le projet en cours avant d'entamer le nouveau projet. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va évaluer l'effet de l'électrosimulation combinée des quadriceps et des triceps suraux au cours d'un programme de réhabilitation respiratoire versus un programme de réhabilitation respiratoire seul. Donc, on va, chez les patients, alors là, on va élargir la population. La population sera les patients BPCO de stade 2 à stade 4. Donc, en fait, on va passer de patients stade modéré à très sévère, puisque la population que nous avions dans l'autre étude, c'était stade sévère à très sévère avec d'index BOD supérieur ou égal à 5, c'était beaucoup plus serré. Et donc, en fait, ça a pris, la première étude que je vous ai présentée, elle a pris, donc on l'a démarré en 2016 et ça a pris 3 ans. Donc, les objectifs secondaires vont peut-être les mêmes que ce que je vous ai cité dans l'autre protocole. Donc, les évolutions on va comparer les évolutions de tous nos critères de jugement des effets d'un programme de réhabilitation. Donc, ça va se présenter comme ça. Là, on va élargir, ça sera la durée du programme, ça sera systématiquement 28 jours. Vous voyez, donc le positionnement en plus des électrodes sur les triceps suraux avec les mêmes précautions, c'est-à-dire détermination des points moteurs. La durée est estimée à environ 31 mois. Ça va dépendre aussi des circonstances, de l'évolution de la problématique liée au Covid. Donc, vous voyez que dans un groupe, on fera réhabilitation standard plus électrosimulation versus réhabilitation standard plus électrosimulation placebo. Donc, l'étude sera contrôlée, randomisée en simple aveugle. Et on a le nombre de sujets nécessaires a été calculé, il sera de 266. Mais comme notre population est plus large, on va recruter plus facilement. Voilà l'ensemble des paramètres qui seront à contrôler au départ et à la sortie. Je vous remercie. Merci de votre attention. Alors, merci Loïc pour cette présentation détaillée. Enfin, je trouvais très intéressant en fait de voir le détail de tes études et de voir un petit peu le cheminement, les critères d'inclusion, les objectifs, tous les critères en fait mesurés. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions en fait. Donc utilisez bien dans la boîte à outils, posez vos questions par écrit pour qu'on puisse relayer vos questions. Je vois qu'il y a des personnes qui ont levé la main. Enfin, vous avez la possibilité de mettre des mains levées en fait, mais je ne peux pas vous donner la parole puisqu'on est sur un webinaire. Donc je vous prie en fait de bien vouloir taper vos questions et je les redonnerai en fait par oral. Je ferai le relais, mais il faut les écrire. N'hésitez pas si vous avez des questions à les remettre. Pour l'instant, il n'y a pas, j'ai aucune question qui s'affiche. On va attendre un petit peu. Ce que j'ai bien aimé également en fait dans la présentation, c'est que tu montres bien, enfin, ce qui pourrait être une faiblesse en fait, enfin, disons les résultats de ta première étude où tu as marqué tes limites, c'est pas, enfin, finalement, tu as bien montré, je trouve ça intéressant en fait que c'est pas finalement, voilà, il y a toujours des limites dans une étude, il n'y a pas d'étude parfaite et au contraire, c'est un tremplin vers une autre étude pour aller plus loin, de pouvoir identifier sur une première étude, de conclure de ses limites
il ne faut pas se cacher. Souvent, on aurait envie en fait de dire oui, bah, ça, c'était pas parfait, je ne veux pas trop en parler parce que on risque de me le reprocher. Au contraire, je trouve que c'est intéressant en fait dans les conclusions de vos articles de souligner ces limites parce que justement, ça permet en fait de rebondir sur des nouvelles études, comme tu l'as très bien montré Loïc, où on va s'appuyer de ces limites pour aller plus loin dans le raisonnement clinique et de sortir des résultats qui sont bien meilleurs. Et ce qui, je pense, en fait, potentialise et facilite en fait l'obtention justement de financement, comme tu as pu l'avoir sur le PHAP de 2019, puisque le fait d'avoir montré qu'il y a déjà une première étude qui a été faite et qui a montré une faisabilité, en fait, on montre qu'on augmente en force et en pertinence avec une deuxième étude. Et là, en fait, ce que j'ai voulu aussi montrer, c'est qu'en fait, c'est des outils très simples à utiliser, qui sont utilisables depuis longtemps dans la kinésithérapie, et que peut-être on laisse un petit peu, qu'on n'utilise pas assez fréquemment, au vu de l'efficacité que ça présente, en fait, l'électrosimulation. Donc, en fait, et on voit aussi, ce que ça nous a permis de montrer aussi, c'est que finalement, il y a pas mal de gens qui ne pouvaient pas participer à des programmes de rentraînement sur cyclo-ergomètre dès le départ. Donc, en fait, voilà, il faut arriver à leur proposer des programmes bénéfiques et donc, d'où cet outil. Alors après, c'est vrai que ce que j'ai aussi parlé on n'avait pas pris en compte finalement toute la problématique liée à la ventilation non invasive. Donc, en fait, ça, ce qui peut améliorer des performances. Donc, en fait, ça peut paraître des biais, mais en fait, dans les programmes de réhabilitation, au vu du nombre d'intervenants et de individualiser les effets, peut-être un peu aussi compliqué, puisqu'en fait, il peut y avoir des paramètres aussi nutritionnels qui rentrent en ligne de compte, qui vont améliorer la performance, par exemple. En effet, enfin, c'est-à-dire quelque part, c'est sans fin, en fait, on peut améliorer, mais c'est intéressant, en fait, de se poser toutes ces questions-là pour aller plus loin. J'ai toujours pas de questions. C'était trop clair et trop bien exposé, je crois. Je ne sais pas si des questions, peut-être, s'il n'y a pas de questions, peut-être sur la partie technique, parce que effectivement, enfin, j'ai moi-même pas de questions. En fait, je trouve que c'était assez clair. Après, je suis pas une spécialiste kinésithérapeute, donc je peux pas peut-être aller plus loin dans la discussion scientifique. En tout cas, dans la présentation de l'étude, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez clair. Voilà, on voyait bien. Donc, je n'ai pas forcément de questions. Après, peut-être que j'aurai des questions au niveau s'il y a des personnes dans la salle qui sont peut-être nouveaux chercheurs. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton expérience en tant que chercheur, c'est-à-dire comment tu as débuté, et sur quelle idée c'est parti, enfin, quelles ont été tes ressources peut-être. D'accord. En fait, j'ai eu la chance de démarrer dans un service où finalement mon collègue avait déjà initié cette démarche. Et en fait, je serais tenté de dire, au départ, je l'ai suivi. Donc, j'ai participé à des programmes avec mes deux collègues, Marc Beaumont et Romain Pichon. Et après, ça m'a intéressé de rencontrer des gens de tout domaine. Ça m'a et puis de collaborer. Donc là, vous avez vu sur la première diapo, donc on travaille avec l'INSERM et le CHRU de Brest, donc avec des méthodologistes, des statisticiens. Moi, tout ça, ça m'a plu beaucoup. J'ai découvert ça on va dire sur le tard. Donc ça fait une dizaine d'années. Mais bon, je trouve ça fait, moi, ça épice ce que je fais dans mes journées. Je trouve ça intéressant. Puis finalement, j'arrive à finalement écarter certaines frustrations. Donc, on arrive à avoir les moyens de juger des faits de traitement et tout. Enfin, moi, je trouve ça très, très intéressant. Même découvrir finalement, de partager ce qu'on fait. Voilà, tout ça me plaît bien. Et donc, en fait, donc on continue cette démarche. Après, voilà,
on essaie de faire nos protocoles en multicentrique pour diminuer finalement la durée des projets. Après, c'est pas toujours très facile parce que trouver, en fonction de ce qu'on a comme projet, en nous, en l'occurrence, des programmes identiques sur la durée, dans le contenu et tout, c'est pas forcément très facile à trouver. Mais d'où l'intérêt aussi de prendre un critère de jugement très simple, de manière à ce qu'il soit réalisé de manière la plus parfaite possible. Là, en l'occurrence, le test de marche, le test de lever de chaise de 1 minute, plus simple comme test, on ne peut pas beaucoup plus. Voilà. Effectivement, c'est une remarque générale pour les études que vous mettrez en place. Enfin, essayer d'être le plus simple possible. Souvent, on est le plus pertinent possible et c'est une façon en fait d'atteindre ces résultats. On a toujours envie en recherche de se poser, de répondre à toutes nos questions. Et finalement, on s'aperçoit que les protocoles qui marchent le mieux, c'est les protocoles qui sont les plus simples, où on répond à une question à la fois et qu'on cherche à faire des critères de jugement les plus simples possibles, les plus réalisables possibles. Et en fait, on gagne en efficience et en réussite du projet. J'ai beaucoup aimé en fait la remarque en fait très positive de la recherche. On entend souvent dire la recherche c'est compliqué, la recherche ça prend du temps, mais la recherche ça aussi ouvre beaucoup de portes. Enfin voilà, je trouve que ton témoignage en fait sur la recherche est super intéressant dans le sens où ça amène à partager avec beaucoup de professions qui sont pas la nôtre et du coup ça ouvre l'esprit sur beaucoup de choses et c'est assez dynamisant. Je suis assez d'accord. Écoute, Et puis moi je aussi, crois qu'on va… d'intuition. Pardon? Pardon, je disais, ben voilà, on arrive à démontrer des petites intuitions qu'on a au quotidien dans les routines. On se dit, tiens, ça a l'air, ça doit marcher et tout. Mais bon, ça, c'est un peu des popotes internes. Et puis, du coup, passer à l'étape supérieure qui permet de démontrer que tel traitement est intéressant, je trouve ça aussi très satisfaisant dans mon métier de paramédical. J'espère que tu auras donné du coup l'envie, en tout cas, enfin, je trouve ça très positif. Je vois que dans la salle, il y a beaucoup d'étudiants qui sont connectés, donc j'espère que ça va leur donner l'envie en fait de suivre tes pas et de réaliser également des études. Il n'y a pas d'autres questions dans la salle, donc on va clore peut-être ce webinaire. Je te remercie Loïc pour ton témoignage. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un email, si vous avez des questions a posteriori ou à envoyer à m'envoyer un email et je relayerai. J'espère que ça vous a intéressé et en tout cas c'est bravo Loïc et merci beaucoup. À très bientôt. Donc on se Merci. retrouve. Pardon. Non. On se retrouve donc le Très 15 bien. octobre avec une intervention de Karim Jamal qui nous présentera de nouveau, également en fait son projet de recherche. Donc le 15 octobre. Et si vous voulez revoir la vidéo d'aujourd'hui sera disponible sur YouTube très prochainement. Vous le serez averti par email. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.